à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment accompagner les copropriétés face aux enjeux de rénovation énergétique, aux enjeux notamment de mettre d'accord un certain nombre de copropriétaires avec des calendriers ou des contraintes différentes. C'est une question que nous poserons à Delphine Merle, cofondatrice de Whitebird. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous vous proposerons de revisionner l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous parler de l'investissement dans les résidences seniors. A tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment on peut accompagner les copropriétés face à leurs enjeux de rénovation énergétique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Delphine Merle. Bonjour Delphine Merle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondatrice de Whitebird. Whitebird qui est une activité d'administrateur de biens. Vous avez donc des activités de syndic, mais aussi de gestion locative. Et le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique, non pas des biens, non pas des appartements ou des maisons, mais bien des copropriétés, à savoir d'un immeuble qui doit mettre d'accord un ensemble de copropriétaires sur le fait d'actionner ou non des travaux de rénovation énergétique. Avant de comprendre vraiment comment on peut mettre ça en place, il y a un calendrier gouvernemental qui de toute façon va forcer les copropriétés, après les propriétaires particuliers, à se lancer dans des travaux de rénovation. Tout à fait. Depuis la loi climat et résilience, il y a effectivement un agenda qui s'impose à toutes les copropriétés, avec évidemment une montée en puissance. Les premières copropriétés qui sont concernées donc depuis le 1er janvier 2023, ce sont les copropriétés de plus de 200 logements. D'accord. Qui doivent mettre en place ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux, qui contient aussi un diagnostic technique global et qui permet en fait déjà de faire un bilan et puis de proposer un plan d'action pour améliorer la performance énergétique de la copropriété. D'accord, donc là, c'est les plus grands immeubles aujourd'hui doivent déjà le faire, ont déjà l'obligation de le faire. En tout cas, de voter le plan pluriannuel de travaux, puis après de le faire et ensuite de mettre en place ce fameux plan d'action qui découlera de ce fameux PPT. Désolé, c'est pas très joli mot. Bien sûr, donc plan pluriannuel de travaux, bien sûr. De travaux. Et ça permettra aussi aux copropriétés de donner de la visibilité à l'ensemble des copropriétaires sur l'argent qu'il faudra mettre de côté. Bien sûr. Pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc c'est une très bonne première étape, mais le chemin à parcourir est encore très long. Voilà. Sachant que là, on ne parle que des immeubles de plus de 200 logements, et ensuite le calendrier est un petit peu plus allongé finalement. Il est un peu plus flexible pour les immeubles entre 50 et 200 logements. Donc l'obligation de voter justement ces plans pluriannuels de travaux, c'est à partir du 1er janvier 2024. Et 1er janvier 2025 pour les plus petits immeubles. Alors, on va revenir un petit peu sur le parcours de ce qui se passe lorsque l'on vote effectivement ce plan pluriannuel de travaux. Mais juste avant, qu'est-ce qui se passe si une copropriété ne le fait pas ? C'est-à-dire qu'il y a un calendrier, par exemple, pour les particuliers. Si vous ne faites pas la rénovation énergétique de votre bien, vous ne pouvez plus mettre votre bien en location et donc vous ne pouvez plus tirer de revenus de votre appartement ou de votre maison. Est-ce que là, il y a une contrainte aussi gouvernementale si jamais on ne vote pas ou on n'engage pas ces travaux? Là, la contrainte, elle est plus liée finalement à la création de valeur autour des biens des copropriétaires et le fait que quand ils vont vouloir vendre leur appartement, ils vont devoir justifier pourquoi ils l'ont pas fait. Pourquoi ils l'ont pas fait. Est-ce qu'il y a un problème sur l'immeuble? Est-ce qu'il y a des coûts cachés, etc., etc. Donc en fait, ça va très vite devenir un frein, puisqu'on va devoir, nous, en tant que syndic, donner toutes les informations liées à ces obligations-là. Et donc, il y a quand même une conséquence assez directe, alors moins directe que je ne peux plus louer mon appartement et c'est une catastrophe, mais effectivement, c'est un vrai sujet et on va être obligé de fournir pour la vente d'appartements ces diagnostics. Donc, si un immeuble est vraiment stable et personne ne veut vendre pendant 10 ans, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose, mais c'est jamais ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Donc voilà, l'enjeu, il est vraiment là, il est aussi dans la fluidité du marché immobilier et le fait de pouvoir continuer à faire de la transaction, ce qui est quand même important. Ça veut dire qu'à partir de 2023 et sur les prochaines années, on va voir mécaniquement, lors des assemblées générales,
une proposition soumise au vote de la part du syndic de lancer ou non le plan pluriannuel de travaux. Tout à fait. Et c'était déjà le cas depuis plusieurs années où on était, nous, en tant que syndic, censés proposer aussi des diagnostics techniques globaux. D'accord. Donc, depuis plusieurs années, on les proposait. Mais c'est vrai que comme il y avait moins de contraintes après, le fait de ne pas les voter, finalement, n'avait pas de conséquences. C'était un peu plus difficile d'expliquer à une copropriété qu'il fallait dépenser 3, 4, 5 000 euros pour faire un diagnostic technique global qui n'était pas sanctionné, dont l'absence n'était pas sanctionnée. Mais alors effectivement, ça dépend des copropriétés. Il y a des copropriétés qui se passent très bien, d'autres un peu moins bien. Parfois, on sent qu'on peut avoir du mal à se mettre d'accord, je ne sais pas, sur une rénovation de toit ou de parties communes. Quand on parle de travaux énergétiques, donc pas quelque chose qu'on subit au quotidien en tant que copropriétaire quand on y vit, mais quelque chose qu'on doit anticiper. Est-ce qu'on arrive à faire comprendre, effectivement, à véhiculer ce message qu'il y a nécessité d'agir sur ces travaux-là également ? Alors, oui, mais c'est vrai qu'il y a tout un enjeu de pédagogie, parce que cette loi climat et résilience, elle est évidemment très importante et c'est vraiment une très grande étape de franchie. Mais maintenant, il faut l'expliquer et la simplifier pour l'ensemble des copropriétaires et des parties prenantes autour de ces enjeux de rénovation énergétique. Et par exemple, mais quand vous commencez à en parler avec des copropriétés, vous constatez qu'il y a conscience qu'il faut faire quelque chose, mais qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire, ou que simplement, en fait, le message n'est pas encore arrivé juste aux copropriétaires ? Il y a des niveaux de maturité très, très différents en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres, mais globalement, l'ensemble des nouvelles contraintes imposées par la loi climat et résilience et leurs conséquences sont quand même finalement assez peu sues. D'accord. Et donc, on a un vrai enjeu de pédagogie pour faire connaître les conséquences réglementaires, mais aussi les conséquences, effectivement, d'un point de vue création de valeur et valeur du patrimoine. Valorisation de son... Je pense que finalement, c'est un des arguments qui fonctionne le plus. Et en plus, les travaux de rénovation énergétique sont souvent couplés à d'autres typologies de travaux qui vont souvent aussi avec, normalement, une baisse aussi du niveau de charge. Donc, c'est pas seulement j'investis pour pouvoir avoir une meilleure lettre dans mon logement. Bien sûr, et garder mon bien à sa valeur actuelle. C'est aussi, je change de chaudière, je vais baisser mes charges, j'améliore l'étanchéité de l'immeuble, je vais devoir dépenser moins d'argent pour chauffer, etc., etc. Donc, il y a aussi, quand même, malgré tout, et ça c'est très important de le souligner, des conséquences financières qui peuvent qui peuvent justifier aussi la partie d'engagement de travaux de rénovation énergétique. Et alors concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que le plan pluriannuel de travaux est soumis au vote. On imagine qu'il y a des discussions en amont avant qu'il soit soumis au vote. C'est cette fameuse pédagogie peut-être pour faire comprendre pourquoi il est au... C'est vraiment la première étape et c'est pas la partie la plus onéreuse. Donc en fait, c'est vrai que par rapport à un budget de charge global d'un immeuble, le fait de voter ce plan pluriannuel de travaux, c'est pas non plus un engagement infini. Est-ce que ça veut dire qu'on s'engage déjà sur des travaux qu'on doit faire ou non ? Ça veut dire qu'on s'engage sur un audit. Sur un audit, et certainement un plan d'action proposé. D'accord, qui va falloir challenger après, réunir une équipe autour de la copropriété avec un architecte, etc. pour après affiner, proposer un plan d'action. Et c'est là où on commence à vraiment s'engager, finalement. D'accord, quand on vote le plan pluriannuel de travaux, on accepte juste de faire un constat sur la situation de l'immeuble en question. Exactement, mais qui est vraiment l'étape numéro 1 nécessaire pour après faire la suite. Et après, évidemment que il y a un certain nombre de préconisations, mais qui ne sont jamais respectées, jamais appliquées, on va avoir un problème au sein de la copropriété. Mais on a quand même du temps pour le faire, et ne serait-ce que la vie de la copropriété, puisque ce plan pluriannuel de travaux va être voté une année, il va être fait, et ensuite il faudra attendre l'année d'après pour voter les travaux éventuels à lancer. D'accord, parce qu'il y a un an, du coup, mécaniquement, entre les deux AG, où on a le temps de faire un audit énergétique du bâtiment. Tout à fait, c'est un peu le rythme des copropriétés, où évidemment, chaque année, il y a une assemblée générale ordinaire. Alors on peut, quand il y a évidemment des sujets très importants à faire voter, faire une assemblée générale extraordinaire. Mais c'est ça plutôt le rythme habituel de la vie en copropriété. La question que beaucoup de copropriétaires se posent, ça coûte combien de faire rénover énergétiquement un immeuble ? Franchement, c'est impossible de répondre, mais ça dépend totalement des typologies d'immeubles et des années de construction. On se doute bien qu'un immeuble haussmannien ne va pas pouvoir faire l'objet d'une double couverture. En revanche, on va pouvoir peut-être doubler les plafonds hauts des caves pour mieux isoler les parties communes. On va pouvoir changer la chaudière. De la même façon, un ravalement dans un immeuble des années 70, on va pouvoir en profiter pour changer les fenêtres, par exemple, et améliorer la performance des logements.
En fait, la stratégie, elle va énormément dépendre de la nature de l'immeuble, de son pédigré, entre guillemets, et de son année de construction. Il existe des aides aujourd'hui quand on est au niveau des copropriétés pour justement financer une partie de cette rénovation? Oui, tout à fait. Alors, il y a des aides qui sont apportées par les agences locales du climat. D'accord. À Paris, ça s'appelle l'APEC, par exemple, mais qui se déclenchent en fait au-delà d'un certain seuil d'économie d'énergie. D'accord. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. Ok. Donc, il faut faire des gros travaux finalement pour récupérer ces aides, c'est ce qu'il faut comprendre? Il faut que c'est un impact sur la consommation énergétique de l'immeuble. D'accord. Voilà, donc ce qui est quand même assez logique, mais les seuils sont parfois assez hauts, et notamment c'est 30%, mais l'APEC, donc l'Agence parisienne du climat, a baissé ce seuil pour permettre de financer plus de copropriétés dans Paris. C'est un exemple, et voilà, c'est des initiatives qui sont plutôt locales. Ensuite, il y a un vrai enjeu de financement, et non, pas dans le cadre d'aide, mais juste de financer, c'est-à-dire des emprunts, et c'est vrai qu'il y a l'éco-prêt à taux zéro, qui fonctionne, mais les dispositifs d'aide aux copropriétés sont très très limités. Oui, parce que c'est l'éco-prêt à taux zéro, c'est pour les particuliers plutôt. Oui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est face à une situation où il faudrait, et ce serait vraiment super si on était entendu, mettre à la disposition des copropriétés beaucoup plus de dispositifs de financement. Et finalement, il n'y a que peu de banques qui accompagnent les copropriétés sur des emprunts. Ça s'appelle des emprunts collectifs. Et il y a des sujets après assurantiels, puisqu'évidemment, vous prêtez de l'argent à une copropriété. Après, il y a l'assurance. Mais comment on détermine la capacité d'endettement d'une copropriété? Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est des prêts qui sont liés à la personne et non pas au lot. D'accord. Et il n'y a pas de limite d'âge. Donc ça, il faut le savoir, c'est très important, parce qu'il y a un certain nombre de copropriétaires qui, finalement, ont peut-être passé l'âge des emprunts classiques. D'accord. Et ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc les prêts collectifs, de ce point de vue-là, fonctionnent assez bien. Mais il n'y a malheureusement que très peu d'institutions bancaires qui le pratiquent. Donc c'est des délais d'instruction qui sont longs. Et finalement, on a peu de choix sur le marché. Donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà une piste d'amélioration peut-être pour favoriser la rénovation énergétique des copropriétés, permettre le financement peut-être par emprunt bancaire. Merci beaucoup Delphine Merle d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Whitebird. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et dans Enjeu Patrimoine, nous vous proposons de revenir sur l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Ils étaient sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous détailler les dynamiques de marché en matière d'investissement dans les résidences seniors. Écoutez. Alors concrètement, les résidences services seniors sont des ensembles immobiliers composés de véritables logements et non de chambres. D'accord. Et au sein de ces ensembles immobiliers, vous avez des espaces de service plus ou moins importants selon les opérateurs pour justement faciliter et simplifier le quotidien des résidents et proposer tout un panel d'activités pour participer au bien vieillir. D'accord. Et au maintien à domicile, justement en bonne santé le plus longtemps possible. On parle de résidences médicalisées ou on parle de logements à destination d'une certaine catégorie de population? Alors on parle de logements qui s'adressent à des seniors non dépendants. D'accord. Donc les structures ne sont pas médicalisées. Donc on n'est pas dans un EHPAD? Nous ne sommes pas dans un EHPAD. D'accord. D'où ma petite distinction tout à l'heure sur les véritables logements et non pas des chambres. D'accord. Et en fait, les résidences services seniors s'adressent aux personnes âgées qui ne sont donc pas dépendantes, mais qui sont fragilisées par leur avancée en âge et qui cherchent une solution adaptée pour leur maintien à domicile, en autonomie, pour éviter ou reculer le glissement éventuel vers la dépendance. Florence Semelin, on va continuer avec vous. L'année dernière, on a pu suivre les déboires en bourse de l'entreprise Orpea, à la suite de la publication d'une enquête, notamment sur le traitement que pouvaient avoir certains, j'allais dire. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait dire si on ne parle pas de logement nous, dans nos résidences, on parle de résidents. Oui. Je pense que Orpea, par exemple, parle aussi de résidents ou de patients, je ne sais pas. Certains résidents ou patients. Donc là, on parle d'une activité d'EHPAD qui est différente de la résidence senior. Est-ce que pour autant, ça a eu un impact par effet de contagion sur l'appréciation qu'on pouvait avoir de l'activité d'investissement dans la résidence senior ? Alors non, les investisseurs institutionnels ont vraiment fait la différence entre l'investissement en santé, qui représente les EHPAD, avec des opérateurs très spécifiques,
tel Orpea, et l'investissement en résidence service senior avec d'autres exploitants qui ne sont pas les mêmes, et c'est un investissement dans du logement. Donc la différence a été très nettement faite, et il n'y a pas eu d'amalgame ou d'amalgame fait entre les deux résidences. De ce que je comprends, de ce que vous me dites tous les deux, quand on parle d'EHPAD, on parle d'investissement dans la santé, quand on parle de résidence senior, on parle d'investissement en immobilier finalement, ou dans le logement. C'est ça, on parle en résidence senior, on parle d'investissement dans du logement. Ce sont des logements classiques. D'ailleurs, une résidence service senior, c'est un immeuble de logement qui peut être reconverti, d'ailleurs, une fois que l'exploitant, si jamais il s'en va, reconverti en logement classique. D'accord, oui. Donc on est propriétaire d'un appartement, ou alors en tout cas on est locataire d'un appartement, puisque tout le sujet de l'investissement c'est peut-être justement de participer à l'acquisition, mais on est locataire d'un appartement dans une résidence adaptée. C'est ça, exactement. Et pour un investisseur, il achète un immeuble de logement avec un petit peu spécifique, puisqu'il y a un socle de service au rez-de-chaussée, mais ce socle de service, à terme, pourrait être reconverti en logement classique. On parle d'un volume d'investissement de quelle grandeur, Florence Semelin? Je lisais que ça représentait quoi, 584 millions d'euros d'investissement l'année dernière, les résidences seniors? Oui, ça représente un volume assez significatif sur le marché de l'investissement résidentiel global qui a atterri l'année dernière à 5,6 milliards. Donc la part des résidences seniors est quand même non négligeable. Et c'est un secteur qui séduit beaucoup les investisseurs pour de nombreuses raisons. Qui investit en résidence senior, Julien Bay? J'ai envie de dire que le principal critère et objectif des investisseurs particuliers qui investissent dans les résidences seniors sont des investisseurs qui recherchent un complément de revenus futur pour préparer leur retraite, ou des revenus complémentaires pour compléter leurs revenus à la retraite, puisqu'ils sont déjà concernés par le sujet. Alors là, ce que vous me dites, ça marche aussi pour un investissement immobilier classique. Comment on fait la différence entre un investissement immobilier classique et un investissement en résidence senior? J'ai envie de dire que, au-delà justement de la recherche du revenu locatif, ce qui va faire la différence dans l'investissement en résidence senior, c'est déjà la lisibilité du marché, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est un marché qui se développe en termes de capitaux qui investissent dessus, mais c'est surtout parce qu'il y a un besoin qui se développe énormément. Juste pour reformuler un petit peu le contexte, on a depuis 2020 une croissance exponentielle du nombre de seniors de 75 ans et plus. Pour vous donner un ordre d'idée, avant 2020, on avait entre 45 000 et 50 000 seniors qui fêtaient leur 75e anniversaire. À partir de 2020, c'est plus de 180 000 seniors par an qui soufflent leur 75e bougie. Donc automatiquement, on a un besoin exprimé qui va être de plus en plus important, et une offre, on le sait, qui est largement insuffisante. Donc c'est vrai que ces critères sociologiques, démographiques et d'usage donnent beaucoup de lisibilité au marché. Donc on investit en résidence senior parce que d'abord on répond à un besoin, et que finalement il y a de plus en plus de projets qui vont être amenés à voir le jour sur le sujet. Exactement. Et après, la particularité de l'immobilier géré, c'est que l'investisseur va louer son appartement à l'exploitant professionnel qui gère la résidence. Donc on achète un appartement. On achète un appartement. Dans une résidence senior. On signe un contrat de location, soit un bail commercial avec l'exploitant. Qui du coup va s'engager à verser un loyer tous les mois, que le logement soit occupé ou non. Donc l'autre point fort de ce type d'investissement, c'est que l'investisseur est libéré des problématiques de gestion locative qu'on peut rencontrer dans un investissement immobilier résidentiel classique. Je lisais en préparant cette émission que le Haut Commissariat au Plan, Florence Semelin, estime qu'il faut créer entre 200 000 et 300 000 places de plus, rien qu'en résidence senior, pour justement faire face au vieillissement de la population et aux besoins en logement d'une population un peu plus âgée. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir de plus en plus de résidences seniors fleurir? Et si oui, qui va financer? Est-ce que c'est les épargnants, ou est-ce qu'il y a aussi une partie institutionnelle peut-être qui finance aussi? Alors, pour répondre à la... Il y a première question, oui, c'est ça. Pour répondre à la première question, effectivement, il y a une pression démographique qui est très forte pour accueillir des seniors en France. Il n'y a que aujourd'hui 10 millions il y a déjà 10 millions de plus de 75 ans, et le chiffre va grandir, puisque en 2034,
On espère qu'il y ait plus de 15% de la population qui soit plus de 75 ans. On anticipe une grande progression des plus de 75 ans parce que la population vit plus longtemps et en meilleure santé, ce qui est une très bonne chose. Et aujourd'hui, il n'y a que 1% de cette population de plus de 75 ans qui est logée en résidence senior. D'accord. Donc, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. C'est ce qui rassure d'ailleurs les investisseurs institutionnels, puisque c'est notre métier de leur vendre ce type de produit. Ils sont rassurés par un sous-jacent qui est effectivement très sain, qui a des bonnes perspectives de développement. Et cela passe seulement dans les grandes métropoles ou en Île-de-France, mais sur tout le territoire. Les seniors peuvent s'installer partout. Et c'est un plus. Et alors, on a une idée aujourd'hui de qui finance ce développement des résidences seniors. Est-ce que c'est massivement porté par des particuliers aujourd'hui? C'est plutôt effectivement des investisseurs institutionnels qui sont sur le financement de ce type de résidences? Alors, les deux. Je ne connais pas exactement la proportion entre les particuliers et les institutionnels. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les institutionnels sont séduits par ce produit depuis de nombreuses années. Les premières acquisitions en bloc par les institutionnels ont eu lieu en 2012. Et de façon progressive, il a fallu faire un travail de pédagogie auprès des investisseurs pour expliquer ce produit-là. Et une fois qu'il a bien été compris, c'est devenu crescendo et maintenant tous les investisseurs institutionnels sont bien familiarisés avec le produit résidence senior qu'ils recherchent pour principalement deux choses. C'est pour résumer parce que bien sûr, les deux essentiels, disons. Les deux essentiels. Encore une fois, le sous-jacent qui est assez sain, d'accord, des fortes parce que ça s'explique effectivement par des raisons démographiques et effectivement et d'évolution de la société. C'est ça. Je rajouterais quand même une troisième raison. La deuxième, c'est des exploitants qui ont fait leurs preuves, comme Domitis, et qui ont un track record, qui ont montré leur capacité à bien gérer ce type de produit avec beaucoup de professionnalisme. Et puis la troisième raison, c'est plus financier, c'est le taux de rendement que les investisseurs ressortent de ces actifs-là et qui est un petit peu supérieur au résidentiel classique et qui participe à la diversification de leur portefeuille immobilier. Alors, la tradition dans cette émission, c'est que dès qu'on prononce le mot rendement, il faut aussi évoquer les risques. Quels sont les risques de ce type d'investissement? Peut-être toujours avec vous, Florence Semelin, et ensuite Julien Bay. Alors, les risques, c'est qu'il y ait peut-être trop de résidences à un même endroit, mais un investisseur, quand il investit, il regarde forcément la concurrence, donc il va essayer de limiter ce risque. Le deuxième risque, c'est le départ de l'exploitant à la fin du bail des 12 ans, qui s'installerait par exemple, qui construirait une résidence similaire en face et qui quitterait et du coup il faudrait, mais ça présente quand même un certain... On reste propriétaire de l'immobilier à ce moment-là, oui. On serait propriétaire de l'immobilier, mais on n'aurait plus d'exploitant et l'exploitant partirait avec les locataires. D'accord. Pratiquement, c'est quand même très difficile à mettre en place, donc ce risque est minime aussi. Et puis, le troisième risque, c'est peut-être un taux de remplissage qui s'avérerait compliqué et du coup qui entraînerait une demande de diminution du loyer par l'exploitant. Mais encore une fois, ce risque-là, à nos yeux, paraît assez minime puisque l'exploitant est un professionnel et il sait anticiper ce genre de risque. Julien Bay, alors, derrière effectivement cette question de risque, il y a cette question d'approche finalement de l'investissement par l'investisseur. C'est dans quoi j'investis? Alors effectivement, il y a le fonctionnement d'une résidence senior, puis après il y a peut-être quoi, une zone géographique, une zone démographique peut-être également. En rapport avec ce que disait Florence sur le taux de remplissage de la résidence, bien qu'on soit dans une volonté de répondre aux besoins le plus large possible, il y a aussi des équilibres économiques à respecter. Et évidemment, on est plutôt sur des bassins de vie où on sait qu'on va pouvoir justement adresser une population qui va permettre l'équilibre économique de la résidence. Mais au-delà de ces sujets très pragmatiques et objectifs, je crois que le point important que les investisseurs doivent regarder, c'est aussi l'expertise vraiment dans la réponse aux besoins de l'utilisateur final, c'est-à-dire le résident. Quelle est la politique de l'exploitant en termes de valorisation de son capital humain et donc de ses équipiers, de ses collaborateurs. Aujourd'hui, quand on parle de résidence-service, évidemment, les caractéristiques immobilières de la résidence sont importantes, mais il y a le mot service. Et on ne déploie pas du service avec, excusez-moi le terme, du parpaing. Et donc, c'est aussi la qualité des équipes dans les résidences et la façon dont le groupe va former et accompagner
Parce qu'il y a du personnel dans les résidences. Exactement. Et parce qu'en fait, dans les résidences Domitis, pour le coup, pour parler de celle que je connais le mieux, il y a entre 20 et 25 collaborateurs à temps plein dans chaque résidence. D'accord. Et c'est finalement eux qui vont faire la différence dans la qualité du bien vieillir des résidents sur place. Évidemment, l'emplacement, comme tout investissement immobilier, est extrêmement important. Donc il faut quand même regarder la zone géographique, ou en tout cas l'emplacement. L'emplacement est extrêmement important, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment surtout la patte et la signature de l'expertise de l'exploitant qui va faire la différence. Parce que si on se met du point de vue des locataires, de ceux qui vont ensuite habiter dans ces résidences seniors, on va habiter en résidence senior quoi, à une demi-heure de chez soi, ou on est prêt à changer totalement de ville et au contraire on va aller chercher un cadre de vie qu'on n'aurait pas eu dans son ancienne vie par exemple? Après, j'ai envie de dire qu'il y a deux approches. Il y a l'approche la plus courante, qui est celle qui consiste à dire qu'on va habiter en résidence senior dans son bassin de vie d'origine ou de première proximité. Pardon. On a son entourage, on a effectivement, voilà. Donc voilà. Et après, il y a aussi les résidents, enfin les seniors, qui, eux, sont dans une logique de rapprochement familial avec des enfants. Et donc, du coup, il peut y avoir un peu plus de mobilité. Et on a aussi des seniors qui sont dans une logique de mobilité, on va dire, côtière. D'accord, oui. Et qui peuvent justement se dire, c'est la bonne occasion d'aller sur une destination un peu différente de ce qu'ils ont connu au quotidien. Mais globalement, je crois que le chiffre chez nous, c'est plus de 50% des résidents viennent d'un rayon de 25 à 30 km autour de la résidence. Donc on reste quand même sur On reste sur des métropoles finalement, pas que, mais... Métropoles, grandes agglomérations, moyennes villes. Comme le disait Florence tout à l'heure, la problématique du vieillissement de la population est universelle sur l'ensemble du territoire. Évidemment, et nous, ce qu'on va regarder le plus, c'est quelle va être l'infrastructure disponible et les commodités de services, de commerce, de soins et de services administratifs qui vont être disponibles à court, moyen, long terme pour les résidents. Même question à tous les deux, on commence par vous rapidement, Julien Bay. Quelle question je dois me poser si je suis intéressé ou si je m'intéresse à l'investissement en résidence senior en tant que particulier? Je pense que la première question à se poser, c'est de bien définir son projet en termes justement d'objectifs et de critères et de déterminer... On a un coût moyen d'acquisition d'un appartement en résidence senior ou ça dépend vraiment de la localisation? Ça va dépendre beaucoup de la localisation. Maintenant, on a des tarifs des budgets d'investissement qui vont démarrer entre 110 et 130 000 euros. Et j'ai envie de dire que pour le plafond max, il n'y en a pas. Mais en moyenne, les investisseurs sont sur des budgets de 170 à 190 000 euros à peu près. Florence Semelin, rapidement, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Effectivement, j'ai un peu coupé Julien Bay dans sa réponse. Alors, pour un investisseur institutionnel, les premières questions, c'est évidemment la localisation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un marché tendu, si je dois reconvertir mon immeuble en logement. La deuxième question, c'est la proximité par rapport aux services. Être proche d'un centre-ville ou au moins directement accessible. Et puis après, c'est des questions financières. Voilà, donc un marché toujours dynamique qui offre des perspectives pour un certain nombre d'investisseurs en 2023. C'est ce qu'il fallait retenir de l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.